Merci d'être avec nous sur AL24 News, au sommaire de l'actualité de ce samedi 31 mai. Dans le conflit russo-ukrainien, les forces russes poursuivent leur avancée, affirmant contrôler une partie de la ville de Sarajevo, Severodonetsk, au moment où les dirigeants européens envisagent de réduire de quelques 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Au Liban, le président sortant du Parlement Nabih Berri est réélu à son poste qu'il occupe sans interruption depuis 1992. Le chef du législatif ayant récolté 65 voix sur un total de 128. Préserver et renforcer les institutions syriennes, une tâche sur laquelle se pencheront à Genève des délégations du pouvoir de l'opposition et de la société civile. Et puis le spectre de la famine ne s'éloigne pas de la Corne de l'Afrique en raison de la rareté des pluies, une calamité risquant de toucher presque 20 millions de personnes. Bonsoir à tous. 97e jour depuis le début du conflit en Ukraine. La Russie poursuit son avancée vers l'est. Une partie de la ville de Severodonetsk serait d'ailleurs passée sous contrôle russe. Safwan Bessabri. En Ukraine, la situation sur le terrain évolue chaque jour et comme chaque guerre, elle est faite de tournants. La prise de la ville de Severodonetsk pourrait en être un. Les forces russes ont pris le contrôle de cette ville à l'est de l'Ukraine, un front ouvert depuis plusieurs semaines. Le gouverneur de la région a annoncé mardi la prise par l'armée russe d'une partie de la ville. La situation serait, selon lui, ultra compliquée. La ville, désertée durant la guerre, a subi les assauts de l'aviation russe durant plusieurs semaines avant de tomber en grande partie aux mains des Russes. Située dans le grand bassin minier du Donbass, elle revêt une importance stratégique pour la Russie. Les forces russes ont pour objectif de contrôler la région. La ville de Severodonetsk est une agglomération clé pour y parvenir. La localité compterait encore quelques 12 000 civils sur les 100 000 habitants présents avant la guerre. La permanence des combats rend difficile la création de corridors humanitaires. C'est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères russe se rendra en Turquie le 8 juin pour discuter de la mise en place de corridors sécurisés. Et cette découverte de l'armée russe dans l'Aciérie Azovstal à Mariupol de corps de 152 combattants ukrainiens, Moscou, qui se dit prête à les remettre à l'Ukraine. Des militaires russes ont trouvé un fourgon isotherme. Dans ce fourgon, dont le système de réfrigération ne fonctionnait pas, étaient entreposés 152 corps de combattants et militaires des forces ukrainiennes. La partie russe prévoit de rendre dans un avenir proche aux représentants ukrainiens les corps des combattants et militaires ukrainiens retrouvés sur le territoire de l'usine d'Azovstal. Et avec ce conflit en Ukraine, des mercenaires de différentes nationalités tentent de prendre du terrain dans différentes villes ukrainiennes. À cet effet, Viktor Gavrilov, chef du département d'enquête sur les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité du bureau du procureur général de la République populaire du Donbass, a annoncé que des mercenaires marocains avaient été faits prisonniers par les forces séparatistes pro-russes durant les combats en Ukraine et risqueraient de ce fait la peine de mort. Ils ont fini par trouver un accord. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne devraient réduire de quelques 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année afin de tarir le financement de l'offensive russe en Ukraine. Le point avec Mohamed Wali Ben Shaban. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord pour réduire 90% de leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. L'objectif est clair, tenter de stopper le financement de la capacité militaire russe. Ce 6e paquet de sanctions concerne d'abord les importations par bateau
puis les livraisons par oléoduc. Un compromis pour lever surtout le veto de la Hongrie qui dépend à 65% du pétrole russe. Et ce soir, le Conseil européen a pu s'accorder sur un 6e paquet de sanctions qui vont, pour être concret, permettre de bannir le pétrole russe, avec une exception temporaire qui concerne le pétrole qui vient par pipeline. L'accord du 6e paquet de sanctions a été trouvé lundi soir au Conseil européen à Bruxelles. Sera mis en place d'ici à la fin de l'année. Je pense que c'est un signal très fort que nous envoyons aujourd'hui parce que ces dernières heures, ces derniers jours, il y a eu des spéculations sur le risque d'un manque d'unité de l'Union européenne et je pense que plus que jamais, il est important de montrer que nous sommes capables d'être forts, que nous sommes capables d'être fermes, que nous sommes capables d'être durs pour défendre nos valeurs, pour défendre nos intérêts. Les 27 visent à stopper l'opération militaire russe et stopper le financement de cette capacité militaire en mettant en œuvre des sanctions qui visent à faire pression sur le Kremlin. Et au sujet de ces sanctions, le président français Emmanuel Macron les a qualifiées de forts que personne ne pensait possible à appliquer. Je pense que ce qui a été décidé aujourd'hui, le 6e paquet, est un paquet très fort, qui a encore une fois quelques semaines, personne ne pensait possible. Je pense qu'il ne faut rien exclure pour les semaines qui viennent. Tout dépend de l'évolution de la situation sur le terrain. Et je pense que nous ne devons rien exclure. Les décisions que nous avons prises, le 6e paquet de sanctions et tout ce que nous allons prendre, va supposer pour beaucoup de pays de couper des infrastructures existantes, de complètement refaire les raffineries, de refaire les structures. Et ça, c'est un investissement qui sera accompagné par justement ce mécanisme Repower EU. Et malgré son exclusion de SWIFT, la principale banque russe, Sberbank, a affirmé ce mardi que son exclusion du système financier international décidé par l'Union européenne n'aura qu'un effet limité, la banque russe continuant de travailler normalement, le groupe ayant déjà été frappé par d'autres sanctions depuis l'offensive russe contre l'Ukraine. Et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a estimé ce mardi lors d'une visite officielle au Bahreïn que seuls Kiev et les Occidentaux pouvaient agir pour permettre les exportations des céréales ukrainiennes et russes bloquées depuis l'offensive russe contre l'Ukraine, nourrissant le risque d'une crise alimentaire mondiale. Si le problème du déminage est réglé et nous attirons déjà depuis de nombreuses semaines l'attention de nos collègues occidentaux à ce sujet, les forces navales russes assureront le passage sans entrave de ces navires vers la mer Méditerranéenne puis vers leur destination. Les pays occidentaux qui ont créé une tonne de problèmes artificiels en fermant leurs portes aux navires russes, en supprimant des chaînes logistiques et financières, doivent réfléchir sérieusement à ce qui compte le plus, soit faire de la com sur la question de la sécurité alimentaire, soit résoudre ce problème avec des mesures concrètes. Direction le Proche-Orient où 9 Palestiniens ont été arrêtés hier par les forces de l'occupation sioniste à Al-Quds occupé, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Depuis début 2022, quelques 1530 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation sioniste dans la ville sainte, selon le club du prisonnier palestinien. Cette information, I24 News, la chaîne sioniste d'information, débarque au Maroc. Il s'agit de la première implantation physique de la chaîne d'information continue au Maghreb et sur le continent africain. Ces nouveaux bureaux proposeront des contenus en français, en anglais et en arabe. Cette implantation intervient environ 6 mois après la normalisation du royaume avec l'entité sioniste. Et je vous en parlais en titre, le président sortant du Parlement libanais, Nabih Berri, a été réélu ce mardi à son poste qu'il occupe sans interruption depuis 1992 pour un 7e mandat consécutif. Âgé de 84 ans, le chef du législatif est parvenu à se faire réélire pour un nouveau mandat en récoltant 65 voix sur un total de 128, ce qui constitue la majorité absolue
au premier tour. Direction la Syrie, je vous le disais également en titre, comment préserver et renforcer les institutions de l'État. C'est le thème sur lequel devront se pencher des délégations du pouvoir et de l'opposition, mais également de la société civile à Genève. Une rencontre qui tentera d'apporter un semblant de consensus et de retour à la paix selon une constitution forte. Les travaux de cette commission constitutionnelle syrienne se déroulent depuis hier sous l'égide de l'envoyé onusien Geir Pedersen. Souhila Kilal. La commission constitutionnelle syrienne a repris aujourd'hui ses travaux à Genève avec la participation des délégations du pouvoir, de l'opposition et de la société civile sous l'égide de l'envoyé onusien Geir Pedersen. Après une première journée qui s'est soldée hier par une discussion sur le principe des mesures coercitives unilatérales d'un point de vue constitutionnel, présentée par la délégation de la société civile et soumis par un groupe de membres affiliés au pouvoir syrien. Les discussions de ce mardi ont porté sur le principe qu'avait présenté auparavant le gouvernement syrien, à savoir préserver et renforcer les institutions de l'État. Selon Tarek El-Kurdi, membre de comité de rédaction de la Constitution, ce projet est celui que tente aujourd'hui de représenter le dernier tiers de la société civile qui serait toujours, selon Tarek El-Kurdi, scindé en deux entre partisans et opposants au pouvoir syrien. En revanche, ce même membre estime que le principe de la justice transitionnelle est un élément essentiel du processus de paix et un noyau constitutionnel fondamental. Tous les tours précédents du comité constitutionnel avaient échoué, un échec imputé au pouvoir syrien qui, selon l'opposition, chercherait à gagner du temps. Demain, mercredi, il devrait débattre du principe présenté par la délégation de l'opposition, qui est la suprématie de la Constitution et la hiérarchie des conventions et traités internationaux. Et dans le dossier du nucléaire iranien, cette fois, le ministère iranien des Affaires étrangères a estimé ce mardi que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique portant sur des sites nucléaires non déclarés en Iran n'était ni équilibré ni juste. Une réaction qui intervient peu après la publication hier d'un rapport de l'AIEA. Malheureusement, ce rapport ne reflète pas la réalité des négociations entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce n'est pas un rapport juste et équilibré. Nous craignons que la pression exercée par le régime sioniste et d'autres acteurs pousse l'agence à faire de ces rapports techniques des rapports politiques. Nous attendons que cette trajectoire soit corrigée. Un mot de santé, il faut dire que 9 personnes sont mortes de la variole simienne au Congo en 2022, tandis que le Nigeria a enregistré son premier décès dû à cette maladie cette année, selon les autorités sanitaires des deux pays. Au moins 20 pays continuent de faire face à des épidémies soudaines qui n'avaient pas été observées depuis des années. 465 cas de la maladie ont été confirmés dans le pays, ce qui en fait l'un des plus touchés en Afrique de l'Ouest et centrale, où la maladie est endémique. La persistance de la maladie au Congo est due à la consommation de singes et de rongeurs morts, selon les experts et scientifiques. Je vous le disais en titre, le spectre de la famine ne s'éloigne pas de la Corne de l'Afrique en raison de la rareté des pluies, une calamité qui risque de toucher presque 20 millions de personnes. Les agences onusiennes lancent la sonnette d'alarme. Tinine El Makassi. S'il pleut chez toi, garde un peu de pluie afin de t'en servir quand la sécheresse va venir, dit la sagesse burkinabé. Depuis l'avènement de l'Holocène, l'aridité fait partie du paysage météorologique de l'Afrique, en particulier dans la région du Grand Sahara, de l'Afrique subsaharienne ou encore la Corne de l'Afrique, où la sonnette d'alarme est déjà tirée par les agences onusiennes. Les agences météorologiques, dont l'Organisation météorologique mondiale ainsi que les partenaires humanitaires, ont lancé une alerte conjointe sur la menace de famine qui plane sur l'Afrique de l'Est.
En raison du manque de pluie, plus de 17 millions de personnes sont menacées de famine dans cette région du continent. 4 saisons de pluie consécutives n'ont pas eu lieu, ce qui est un événement climatique que nous n'avons pas vu depuis au moins 40 ans. Et ce qui est vraiment inquiétant maintenant, comme l'indique l'Organisation météorologique mondiale, soutenue par une large communauté d'experts météorologiques, il existe un risque très réel que la saison des pluies d'octobre à décembre soit également un échec. Le réchauffement climatique a accentué ce phénomène pourtant propre à cette période interglaciale, pour le rendre dangereux à la vie. À noter que malgré de très faibles émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique est considérée comme la principale victime du réchauffement climatique. Journée mondiale sans tabac. Au-delà de son impact sur la santé publique, l'industrie du tabac est aussi la cause de dégâts environnementaux considérables entre montagnes de pollution et émissions contribuant au changement climatique. Un avertissement lancé ce mardi par l'OMS. Le principe du pollueur-payeur signifie que l'industrie du tabac devrait payer pour les dégâts qu'elle crée. Comme je l'ai dit, 200 millions en Allemagne, 766 millions en Inde, 2,6 milliards en Chine. L'industrie du tabac devrait payer pour cela. Certains pays l'ont très bien fait. Ils l'ont introduit, ce principe du pollueur-payeur, comme la France, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. Et de plus en plus de pays vont introduire ce principe. Et tension entre la Chine et Taïwan. Pékin a procédé à sa deuxième plus grande incursion de l'année dans la zone aérienne de défense de Taïwan, avec l'entrée selon Taipei de 30 avions dans cette zone, dont 20 chasseurs. Kalim Bouaziz. Démonstration de force de grande envergure, une opération sans précédent des autorités chinoises. Pékin décide en effet de montrer les muscles à travers un exercice militaire en grand. Ce n'est pas moins de 30 avions militaires au large du sud-ouest de Taïwan, 22 avions de combat et 8 avions de soutien de l'armée de l'air, de l'armée populaire chinoise. Impressionnant exercice, le dernier en date remonte au 23 janvier dernier. À cette date-là, Taipei avait détecté 39 engins de combat pénétrant son espace aérien. Juste avant, c'est-à-dire le début du mois d'octobre, 56 aéronefs avaient forcé la zone d'identification aérienne. Environ 200 incursions pour la même période qui coïncide avec la fête nationale chinoise. En tout, ce sont presque 500 incursions, 50% de plus par rapport à la même période de l'an dernier. Depuis mars 2019, l'armée chinoise est coutumière de faire voler sa flotte au-dessus de l'île qui ne cache plus ses vues selon le récit occidental, sauf que les officiels chinois font référence surtout à la Chine continentale qui incorporerait de facto Taïwan dans son aire géographique. Une Chine donc qui accroît de plus en plus sa pression face à des avions taïwanais vieillissants, mais au-delà, la Chine qui envoie un message à Washington. Remémorons-nous, quelques jours plus tôt, lors d'une visite dans la région, Joe Biden avait réitéré que les forces américaines stationnées principalement au Japon, avec 17 importantes bases militaires, étaient prêtes à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque chinoise. Des déclarations qui ont profondément agacé Pékin. Quelques heures après, et c'est une première, des bombardiers stratégiques russes Tu-95 et Xi'an H-6 ont volé pendant 13 heures au-dessus des mers de Chine et du Japon. La zone Asie-Pacifique devient un terrain de jeu où les grandes puissances semblent se défier mutuellement tout en augmentant la pression à travers des démonstrations de force qui frôlent le plus souvent la crise réelle. Ce type d'incursion, concernant Taïwan par exemple, met à l'épreuve l'aviation taïwanaise qui a connu d'ailleurs une série d'accidents mortels ces dernières années. En janvier dernier, un pilote avait péri après que son F-16, l'appareil le plus avancé de la flotte taïwanaise, s'est abîmé en mer. Et en parlant de tensions dans la région, Pékin affirme que les États-Unis étaient ceux qui veulent vraiment manipuler la visite de Michelle Bachelet, Washington ayant exprimé son inquiétude quant aux efforts de la Chine pour restreindre et manipuler la visite du chef des droits de l'homme des Nations Unies dans la région du Xinjiang. Elle a également déclaré que le vaste accord régional sur le commerce et la sécurité entre la Chine et les nations du Pacifique était en cours de discussion, les médias ayant rapporté que l'accord avait été rejeté par certaines des îles Pacifiques. Les États-Unis ne se soucient pas du tout de la situation des droits de l'homme.
Ils veulent simplement se servir des droits de l'homme comme d'un prétexte pour calomnier, réprimer et contenir la Chine. Le monde a depuis longtemps compris l'hypocrisie et la conspiration politique des États-Unis. En fait, ce sont les États-Unis qui veulent vraiment manipuler la visite. Dès le début, ce sont les États-Unis qui ont poussé Bachelet à se rendre en Chine. Ce sont également les États-Unis qui ont posé diverses conditions à cette visite. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui attaquent et discréditent la visite. On reste en Asie où les secours népalais ont retrouvé un 22e corps, le dernier qu'ils recherchaient après l'accident d'un avion dans l'Himalaya. Le bimoteur Twin Otter de la compagnie aérienne Tara Air avait décollé dimanche matin de la ville de Pokhara, deuxième ville du Népal, à 200 km à l'ouest de la capitale Katmandou, avant de perdre le contact radio. Hier, nous avons transporté 10 corps et aujourd'hui 12 corps à Katmandou. Et nous avons envoyé tous les corps à l'hôpital universitaire de Katmandou pour des analyses post-mortem et médico-légales supplémentaires. L'enregistreur de données de vol et l'enregistreur phonique ont déjà été récupérés sur le site de l'accident et ont été transportés à Katmandou. Le gouvernement a mandaté une commission d'enquête sur l'accident. Parlons coopération algéro-tunisienne. À présent, la réunion de la commission mixte algéro-tunisienne de coopération dans le domaine de l'énergie et des mines s'est tenue ce matin à Alger dans un contexte marqué par l'évolution positive des relations entre l'Algérie et la Tunisie et la volonté de développer la coopération dans le domaine de l'énergie et des mines. Elle a regroupé des représentants des ministères algériens et tunisiens de l'énergie et des mines et des sociétés du secteur. On a fait un résumé sur tout ce que nous avons concrétisé jusqu'à présent. On a constaté qu'il y ait d'importantes réalisations entre les deux pays frères. On s'est mis d'accord aujourd'hui et on a signé des partenariats dans plusieurs domaines pour renforcer la coopération dans tous les domaines énergétiques, des hydrocarbures, l'électricité, les énergies renouvelables et le secteur minier. Les discussions qui ont lieu entre les délégations des deux pays confirment une nouvelle fois que la Tunisie et l'Algérie œuvrent ensemble pour développer davantage les relations dans les secteurs importants tels que les mines, le phosphate et les énergies. On est persuadé qu'on doit hisser nos relations pour développer la coopération et les échanges commerciaux. Le développement économique, c'est aussi les nouvelles technologies. Parlant du Digital African Summit, le sommet africain du digital qui a débuté ce mardi au Centre international des conférences à Alger avec la participation de plus de 1200 décideurs et une centaine d'entreprises et start-up exposantes issues d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde. La rencontre de 3 jours concerne les acteurs africains du secteur pour envisager ensemble l'édification de projets futuristes sur le continent et dans le monde. Le groupement algérien des acteurs du numérique a décidé aujourd'hui de créer cet événement et de faire de cet événement un hub qui permettra d'attirer tous les investisseurs dans le digital en Afrique, tous les experts du digital en Afrique et toutes les sociétés qui activent dans le secteur du digital en Afrique pour venir en Algérie, pour créer de la valeur en Algérie, pour créer une synergie entre les différents représentants de ce digital africain. Autre événement économique qui se tient à Alger, la 19e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire Jazagro, qui s'est ouverte hier avec la participation d'exposants venus de 25 pays. Ce salon qui s'étalera jusqu'au 2 juin prochain connaît la participation de 500 exposants nationaux et étrangers sur une superficie d'exposition totale de 22 000 mètres carrés. Place au sport à présent, football. Les Verts ont entamé ce lundi au Centre technique national de Sidi Moussa leur stage en prévision des 2 matchs des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. 25 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur national Jamal Belmadi hier avec 20
21 joueurs qui étaient au rendez-vous de ce premier jour de regroupement, en l'occurrence Mustapha Zerba et Anthony Mandera, Aïn Sofiane, Bendebka et Smaïl Ben Nasser devront rejoindre leurs coéquipiers aujourd'hui. Le compte-rendu de cette première journée de regroupement signé Salah Faisal. 2 activités médiatiques au programme dans cette première journée de stage. Une conférence de presse de Djemal Belmadi à 11h, une zone mixte qui précède l'entraînement de 19h. À la conférence, Djemal Belmadi a insisté sur l'aspect de l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de reconstituer. Parce qu'il s'agira de ça. Un seul joueur convoqué du championnat local. Le profil de Riyad Ben Ayed intéresse Belmadi. Il aura l'opportunité, j'espère surtout si on a ce 3e match, de pouvoir démontrer qu'il a le niveau international, parce que ce n'est que ça à la base. Briller dans son club, c'est une chose. Être décisif dans son club, c'est une chose. Après, quand on est en équipe nationale, on va dans une étape supplémentaire. Belmadi est revenu sur l'élimination de la Coupe du Monde Qatar 2022 et l'arbitrage scandaleux de Gassama en envoyant un message aux responsables. Si les gens sérieux veulent venir s'occuper du football, si M. Infantino, responsable du football mondial, qui a fait comme priorité de rendre le football africain, parce qu'il sait que c'est une source. Porter le maillot d'Algérie, c'est une fierté, les nouveaux confirment. Bien sûr, c'est une fierté pour moi, pour ma famille, pour mes proches, que je puisse intégrer l'équipe nationale d'Algérie. Pour un avenir meilleur, la stabilité est une nécessité. Belmadi, son contrat prendra fin en décembre 2022. Le premier responsable de la barre technique des Verts a manifesté son envie de continuer. Le contrat moral, vous l'avez dit. On signera un papier s'ils veulent, pas de problème, mais ça ne se situe pas là-dedans pour moi. À l'attente du nouveau président, Belmadi souhaite. Il faut une bonne fois pour toutes qu'on mette les bonnes personnes au bon poste. Nouveau cycle sous l'ère Belmadi commence ici le premier entraînement de l'équipe nationale d'Algérie afin de préparer les 2 rencontres des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le premier match face à l'Ouganda le 4 juin au stade de 5 juillet. La deuxième rencontre en Tanzanie, ça sera le 8 juin. 7 nouveaux joueurs, un nouveau souffle pour cette équipe nationale. Salah Faisal du centre technique national de Sidi Moussa. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur AL24 News.